Bonjour tout le monde. En fait, ce que je me propose de faire dans cette présentation-là, c'est un peu de me prendre comme cobaye pour regarder mon propre parcours et soulever des questions à partir de la formation que j'ai eue et comment je m'y suis inscrit. Au fond, comme vient d'être dit, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées au cours de la grève sur la question de l'accessibilité. Ce que j'aimerais au fond ce matin, c'est plus soulever des questions sur la question de l'accompagnement académique, notamment sur la rétention des étudiants et sur autant l'accompagnement qu'on leur offre à leur arrivée que tout au long de leur parcours. Juste rapidement, c'est pas des grosses statistiques très sophistiquées. Je suis juste allé voir sur le site de l'Université de Montréal combien il y avait d'inscriptions de diplomation par année, juste pour avoir un peu une idée de à quoi ressemblaient les chiffres. Et puis, ça m'a surpris de voir qu'au fond, dans les 3 cycles, ce qu'on peut voir, c'est que il y a seulement 45 il y a un taux d'abandon ou de changement de programme en cours de route de 45 au premier cycle, pour tout confondu, de 45 au deuxième cycle et de 47 au troisième cycle. Bon, c'est sûr qu'on pourrait avoir une statistique plus raffinée, mais je suis juste allé voir un peu cette vision grossière-là, ce que ça me donnait. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir mon département. Et puis, j'étais encore plus surpris de voir que finalement, en sociologie, il y avait 54 des étudiants au premier cycle. Au fond, j'ai fait la moyenne pour les 4 ans de 2007 à 2011. 54 qui abandonnaient ou qui changeaient de voie en cours de route. 55 au deuxième cycle, et puis 64 au doctorat. Et donc, au fond, une des questions que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer un taux si faible de diplomation dans les gens qui s'inscrivent dans un programme. Et donc, est-ce que c'est que les étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent? Est-ce que les programmes sont trop exigeants, surtout que la plupart des étudiants travaillent 19-20 heures semaine pendant leurs études? Est-ce qu'il y a un manque d'encadrement? Ou finalement, est-ce que le fait d'être dans des classes usines, que j'appelle, des amphithéâtres de 100 étudiants, ce qui est surtout le cas au bac, moi au cycle supérieur, est-ce que ça ne suscite pas le fait qu'au fond, on ne comprend pas trop qui on a en face de nous et les besoins des étudiants qui sont en face de nous, là où ils se situent dans leur parcours? J'allais voir un peu ce qui se passait en sociologie de l'éducation supérieure, et puis il y a une étude qui fait une revue de littérature qui dit qu'en tout cas en France, un des problèmes que rencontrent les étudiants qui arrivent au premier cycle, souvent, c'est qu'il y a un manque de curiosité intellectuelle, il y a un manque de culture générale, il y a un manque de maîtrise ou du français ou d'une langue seconde comme l'anglais. Il y a l'absence de méthode de travail intellectuel, il y a des manques d'autonomie, de la difficulté à prendre des notes efficacement, une inexpérience dans la recherche documentaire, difficulté à survoler rapidement des textes ou encore difficulté à produire des comptes rendus de lecture critique. Donc, toute une série de problèmes qui se jouent au moment où les gens font leur admission, au moment où ils arrivent dans nos salles de classe à l'université. En plus de ces problèmes, plus d'espèces d'acquis professionnels, se joue tout le problème de Burawoy, qui emprunte la notion de Bourdieu de capital culturel, du fait que plusieurs étudiants qui nous arrivent ne disposent pas justement des mêmes ressources, tant intellectuelles que financières. Je veux dire, par exemple, quelqu'un dont les parents ont fait carrière en milieu universitaire est beaucoup plus avantagé, ne serait-ce que pour comprendre les normes de l'institution, qu'un fils d'agriculteur comme moi. De la même façon, Goulnar soulève qu'au fond, les intellectuels aujourd'hui forment une espèce de nouvelle classe sociale. Et donc, une des questions que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que, dans l'éducation qu'on dispense, on prend en compte l'espèce de processus de déracinement de classe qui se joue aussi à travers l'éducation qu'on dispense. L'université qui est un processus de mobilisation sociale, mais aussi une certaine violence qui est associée à cette mobilisation-là, justement parce qu'on vient défaire des mythes, on vient déboussoler une certaine conception du monde, mais c'est un processus qui peut être potentiellement souffrant. Et donc, en fait, moi, cette question-là est beaucoup née. J'ai été pour la première fois auxiliaire d'enseignement l'an passé dans un cours d'introduction à la sociologie, avec une classe de gens en transition entre le secondaire et puis l'université. Donc, une classe extrêmement disparate. Et j'ai été vraiment comme surpris de voir justement d'où venaient les gens, et certains qui avaient énormément d'habilité et d'autres pour qui faire un compte-rendu de lecture, c'était quelque chose d'extrêmement difficile.
Et donc, ça m'a amené à vouloir réfléchir un peu plus à la complexité de l'accompagnement des étudiants dans ce contexte-là. Donc, au fond, comme je vous disais tantôt, je me propose dans ce qui suit, dans les 10 minutes qui suivent, un peu de relire mon parcours. J'ai aucune idée si c'est un parcours représentatif, mais bon, c'est un parcours qui est potentiellement amusant. Donc, je pense que, surtout que j'étudie, surtout au Québec, un peu en Ontario, un peu en Israël. Donc, je me propose de faire une relecture de ça et sous l'angle de la question de l'esprit critique. Donc, qu'est-ce qui a inhibé l'esprit critique dans mon parcours et qu'est-ce qui l'a suscité? Et mon but, c'est vraiment pas d'amener des réponses, c'est de poser des questions. Donc, dans le but de, si vous avez des réponses pour moi, excellent. Sinon, ça peut, à tout le moins, lancer la discussion par la suite. Donc, au fond, j'ai divisé ça en 4 étapes. Je vais vous parler un peu de mon background familial et de la socialisation scolaire que j'ai eue jusqu'à l'université. L'université, les premiers 2 cycles, l'expérience du doctorat et puis brièvement de conclusion. Donc, l'éducation familiale et la socialisation scolaire. Au fond, j'ai appelé ça la naissance d'un caméléon académique. Donc, je vous explique d'où vient le caméléon. Donc, dans mon milieu d'origine, je vous disais, je suis fils d'agriculteur. L'éducation, c'est conçu comme un mal nécessaire. Au fond, il faut aller à l'école pour se mettre quelques théories derrière la cravate, pour pouvoir revenir sur le marché du travail après coup, où l'apprentissage réel se joue. Parce que les livres, au fond, c'est un mal nécessaire. Ce que j'ai retenu, je dirais, les petites leçons que j'ai retenues, et du primaire jusqu'au cégep, au fond, c'est que la première chose, c'est qu'il faut toujours être respectueux de l'autorité. Tu fais ce qu'on te demande, sans rechigner, puis c'est une bonne chose. Tu peux mettre chouchou de prof si tu es gentil avec la maîtresse. Ensuite, une autre chose que j'ai appris, c'est qu'il faut accepter comme vrai le savoir transmis par les experts. Donc, si ce que la maîtresse dit, ça contredit ce que ma mère me dit, il faut que je croie à la maîtresse. Parce que la maîtresse, elle a étudié. Donc, elle sait beaucoup plus que c'est, même la biologie animale, que ma mère qui est agricultrice. Donc, c'est une seconde leçon que j'ai retenue, de toujours laisser préséance à ce qu'on m'enseignait à l'école sur ce que j'apprenais dans ma famille. Une autre chose qui a compliqué un peu mon processus de socialisation scolaire, c'est que je suis croyant. Et donc, quand je suis arrivé au cégep, pour moi, c'était vraiment un choc parce que j'ai découvert plein de choses que je pensais... Surtout que je passais de Rigaud à Montréal, donc le choc en soi était de la ruralité à l'urbanité. Et donc, pour moi, le choc de rentrer dans ce milieu athéiste-là m'a amené à vouloir me replier encore un peu plus sur les valeurs fondamentales. En fait, la part de valeurs que j'avais gardée de mon éducation en milieu agricole. Surtout qu'au fond, comme à l'âge de 4 ans, pour moi, c'était clair que je ne voulais pas devenir agriculteur. L'Église, ça a été comme une occasion de sortir de chez moi. Donc, j'avais que les expériences positives jusqu'à ce moment-là de mon implication pastorale. Et donc, finalement, entre la religion et la science, comme ce qu'on me proposait comme combinaison au cégep, c'était pas intéressant, je me suis dit, tiens, moi, je vais aller faire la théologie. Surtout qu'au fond, dès ce moment-là, je commençais à graviter beaucoup dans les cercles ecclésiaux. Je voulais devenir prêtre, même qu'à un certain point, j'ai même voulu devenir pape. Mais bon, je me suis contenté juste de rencontrer le pape, c'était suffisant, puis ma carrière ecclésiastique s'est arrêtée en cours de route. Mais pour ça, pour devenir prêtre, il fallait que j'étudie. Donc, il fallait que j'aille à l'université nécessairement. Donc, toutes ces remises, ce désir de mobilité sociale m'a amené à l'université. Et une autre chose que j'ai découvert en cours de route, qui fait partie de mon propre parcours, c'est que pour faciliter cette mobilité-là, je sentais que j'avais besoin de cacher mes origines. Donc, tout faire pour cacher que je suis fils d'agriculteur, ce qui était à l'époque pour moi une source de honte, parce que je ne pensais pas que je pouvais m'inscrire dans le cadre élitiste ou de l'Église ou de l'université en étant fils d'agriculteur. Donc, tout ça m'amène au caméléon. Je peux dire qu'au fond, de petite école jusqu'au secondaire et même au cégep, j'ai vraiment bien développé ma mémoire. J'ai appris à emmagasiner plein d'informations, j'ai appris à être performant dans le système, à répéter ce qu'il fallait dire au bon moment. Et j'ai surtout appris à prendre les couleurs de la personne qui me posait les questions. Donc, au fond, pour moi, l'éducation, même la curiosité n'avait pas vraiment d'intérêt. J'apprenais pas vraiment pour apprendre, j'apprenais parce que c'est ce qu'il fallait faire pour assurer cette mobilité-là et pour réussir dans ce système-là. Parce que la réussite, pour moi, était une valeur qu'on m'a transmise dans ma famille qui était très importante. Et donc, au fond, une des questions que je soulèverais après coup, c'est comment faire pour développer sa propre identité dans un système où
ultimement, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai vécue, c'est la reproduction qui est encouragée et où l'école assume une espèce de rôle normatif pour faire le tri entre les différentes instances de socialisation et puis un peu légiférer sur qu'est-ce qui est le plus souhaitable. Et ultimement, je dirais que ça m'a mis dans une posture assez dangereuse, au sens où, d'un côté, j'étais en rejet par rapport à ma famille, et d'autre part, j'avais aucun esprit critique, autant face à l'école que face à l'Église. Donc, ça m'a amené une certaine forme de socialisation, de marginalisation d'un point de vue social. Et donc, au fond, devenir caméléon pour monter dans l'échelle sociale, ça peut mener à toutes sortes de dérives et d'abus. Ouais, vous avez une belle image de l'échelle sociale que vous pouvez partager ou pas. Et donc, au fond, je me demande justement comment faire pour faire des choix éclairés sans développer cet esprit critique-là. Donc, j'arrive à l'université avec ce background de caméléon-là. Qu'est-ce que j'apprends? Au fond, j'ai fait un an à Ottawa et le site de ma formation était en théologie à l'Université de Montréal. Et donc, une chose fondamentale que j'ai apprise d'abord, c'est de bien rendre ce que les profs nous enseignent en classe, c'est sûr. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas trop critiquer les profs. Surtout si on va avoir des bonnes notes, c'est mieux de ne pas trop les critiquer. Par contre, il faut être extrêmement critique des gens que les profs critiquent. Et puis aussi, il faut être critique de nos collègues qui critiquent les profs. Et puis aussi, si on a manifesté, ben, il faut critiquer l'administration, mais il ne faut pas critiquer les profs. Donc, il faut se ménager des portes de sortie. Ce qui a compliqué un peu en plus ma démarche d'apprentissage, je dirais, c'est qu'au fond, mon but à ce moment-là, moi j'étais super tôt, super convaincu, je voulais me préparer à évangéliser. C'est clair. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était la pratique de l'évangélisation. Puis, dès qu'on tombait dans des réflexions plutôt systématiques, ça m'emmerdait beaucoup. J'étais du genre à tomber endormi dans mes livres si j'avais des trucs trop systématiques à lire en termes philosophiques. Mais en même temps, c'est important. L'apprentissage que je faisais de la théologie était important à la fois pour aller chercher des bonnes techniques d'évangélisation, puis aussi un certain contenu. Il faut évangéliser à quelque chose quand même. Et d'autre part, c'était bien l'université parce que ça pouvait donner une espèce de vernis scientifique à ma foi. Donc, j'étais plus crédible parce que j'avais étudié la chose puis que j'avais des savants profs qui me l'avaient dit. Puis j'avais un bon milieu avec, j'avais des curés autour de moi qui pouvaient m'aider à bien l'écrire aussi. Fait que c'était bien. Bien parler, bien écrire. Tout ça a sacré le camp. En fait, ça n'a pas marché en communauté religieuse, mais bon, je vous épargne les détails. Mais la crise profonde de mon éducation s'est passée au moment où je suis arrivé en Israël-Palestine face au djihad. Pour moi qui avait toujours pensé la vie en termes religieux, de me ramasser dans un territoire en guerre, plus rien fonctionnait. La grille d'analyse que j'avais avec Dieu, le royaume de Dieu, tout ce que vous voulez, ça ne marchait plus. Je n'avais pas les catégories sociales pour comprendre qu'est-ce qu'un conflit, qu'est-ce que des groupes en conflit, qu'est-ce que des idéologies qui s'affrontent, qui légitimisent, qui rendent légitime une telle violence. Et donc, c'est ça qui m'a amené graduellement vers la sociologie. Mais je n'étais pas au bout de mes peines et au bout de mes chocs. Parce que le passage de la théologie vers la sociologie, je l'ai d'abord expérimenté par les sciences des religions, qui est une espèce de terrain entre deux où j'étais encore en territoire assez théologique, ça allait bien. Mais plus j'ai commencé à entrer en sociologie, et plus j'ai commencé à me rendre compte à quel point les repères étaient différents. Je veux dire, les auteurs classiques ne sont pas les mêmes, les prémices métaphysiques ne sont pas les mêmes. En théologie, tu prends pour acquis que Dieu n'existe pas, qu'il existe, pardon. En sociologie, tu prends pour acquis qu'il n'existe pas, ou à tout le moins, c'est une question qui n'est pas trop pertinente à se poser. Les méthodes ne sont pas les mêmes du tout. En théologie, je veux dire, tu ouvres la Bible, puis bon, ben, tu essaies de trouver un passage inspirant, puis ça devrait te guider, ou à la rigueur, tu peux en faire une bonne exégèse. Là, on rentre dans quelque chose de plus scientifique un peu. Alors que en sociologie, c'est du terrain, il faut que tu voir qu'est-ce que le monde pense. Le monde pense, bien. Théologie, c'est dans le livre. Là. Le rapport au temps est tellement pas le même. Moi, en théologie, remonté il y a 2000 ans, 3000 ans, excellent. Je veux dire, Dieu s'est révélé il y a 2000 ans, donc ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est important. En sociologie, on me dit non, c'est les Lumières. J'ai tout commencé avec les Lumières, là, la modernité. C'est là que l'important joue. Puis la sociologie, c'est né à peu près un siècle. Et puis, le mériteur ici n'est pas le même du tout. Je veux dire, donc, il y a à la fois, je veux dire, en théologie, on va nous parler de la création du monde, du Verbe incarné, du salut.
Alors que là, en sociologie, on parle de théorie de l'évolution, la révolution industrielle, et puis finalement, le progrès, l'avancement de la connaissance. Donc, deux logiques totalement différentes qui pour moi, rendent très pertinent le concept de Foucault de police discursive, au sens où je me rends compte que la police, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire, ce qui est acceptable ou inacceptable, ce qui est crédible ou entendable dans une discipline ou dans l'autre, n'est pas du tout le même. Et donc, ce qui m'amène, au fond, à un second niveau de questionnement qui est, justement, dans quelle mesure est-ce qu'on forme à l'autocritique à l'université? Dans quelle mesure est-ce qu'on valorise une critique valorisons une critique qui exige de l'originalité et de l'intelligence argumentative de la part de nos étudiants? Dans quelle mesure est-ce qu'on prend le temps de nommer les polices discursives qui guident aussi nos recherches, notre enseignement? Dans quelle mesure est-ce qu'on prend le temps de corriger en profondeur les étudiants? Dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas le temps? Aussi, souvent, je suis bien conscient que c'est un enjeu de temps avec la charge qu'ont les profs aujourd'hui, mais dans quelle mesure est-ce qu'on prend le temps de vraiment corriger les étudiants pour les conseiller et les aider à partir de là où ils sont rendus dans leur cheminement? Et puis, finalement, dans quelle mesure est-ce qu'on s'attarde à déboulonner notre propre savoir, à le critiquer, en observer les limites? Donc, au fond, dans ma transition vers la sociologie, je me suis beaucoup confronté au passage du dogmatisme vers celui du relativisme et du défi de trouver une espèce de position entre les deux. Maintenant, le doctorat, en fait, je commence ma 4e année au doc et je dirais que pour moi, c'était à la lumière des crises identitaires que j'avais vécues précédemment, le défi du doctorat, c'était beaucoup de trouver quelle est ma personnalité académique, quelles sont mes couleurs comme chercheur. Et puis, en fait, deux moments qui ont été vraiment marquants dans cette expérience-là, c'était le séjour d'études de 6 mois que j'ai passé en Israël, et puis le séminaire de thèse. Il doit plus me rester beaucoup. Non, il faudrait que tu conclues dans 1 minute ou 2. C'est bon. Pour le dire rapidement, au fond, le choc que j'ai eu en Israël, c'est de me rendre compte que le savoir est politique. Et de me rendre compte que la salle de classe est politique. Et d'être confronté au nationalisme qui est toujours sous-jacent dans les débats, qui est toujours sous-jacent dans la recherche qui est menée. Et de me poser comme question, au fond, quel va être l'impact des recherches que je mène et quel est l'impact de ce qui m'est présenté par les profs dans la salle de classe? Ce que j'ai découvert dans le séminaire de recherche, en fait, c'était mon choc de me rendre compte au département de sociologie qu'on retrouve autant d'une fois l'idéal de la science de Merton, qui vise au fond une science qui est désintéressée, avec des idéaux universels et tout ça, mais qu'on retrouve aussi simultanément la vision de Burawoy qui va présenter au fond la science comme un lieu de lutte, une vision un peu bourdieusienne, où les gens sont toujours en lutte pour définir les frontières de leur champ, qui va être le prochain prof engagé, il va être de quel courant théorique et tout ça. Et donc, c'était le défi de m'y retrouver dans cette tension entre l'existence de l'entraide, et l'entraide qui est possible et qui peut être même bénéfique, ce que j'ai vécu au séminaire doctorat, et en même temps les luttes qui sont les luttes internes qui marquent aussi notre pratique de la science. Et donc, une petite slide, mon directeur est là, je peux la montrer, c'est là aussi. Je dirais que le défi pour moi, c'était justement d'en arriver à savoir quelles sont mes couleurs et d'apprendre à les défendre à l'intérieur de tout ça face à tous ces profs autour de moi qui chacun présentent des visions parfois complémentaires, parfois différentes. Et donc, pour conclure, je dirais que s'insérer dans le système universitaire avec ou sans talent, avec ou sans capital culturel, avec ou sans ressources humaines et financières, ça peut donner des boutons. Et donc, comment s'y prendre avec nos étudiants? Est-ce qu'il faut mieux expliquer le système aux étudiants ou est-ce qu'il faut les laisser à eux-mêmes, à la loi du plus fort? Forme-t-on suffisamment à l'esprit critique? Et puis, puisque l'université forme les futurs politiciens, journalistes économiques et tout, quelle est notre responsabilité sociale face à la formation qu'on dispense? Voilà.